Deux choses. Un, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué par tous les films qui ont été inspirés par des faits réels. Je trouve que vous faites de la fiction et que c'était pas un argument de vente. Voilà, donc c'était un clin d'œil. Et puis accessoirement, la fait réelle, je l'y avais. D'accord. Ça m'arrête là. Oui, bonjour, Alix Poirier. Dans quelle mesure pensez-vous que l'handicap est bénéfique pour autrui? Le handicap est bénéfique pour autrui. Oui. Alors moi, je ne pense pas que ce soit un film sur le handicap. On peut avoir cette conversation-là, mais oui, comme on est dans le cadre du film, moi c'est un film sur la différence, si vous voulez, et surtout sur l'hypersensibilité, sur la sensibilité. Moi je suis parti de la sensibilité. Je ne suis pas parti du syndrome d'Asperger. Je voulais un film sensoriel où on parle de la sensibilité et du droit à la sensibilité et comment on étouffe tous notre sensibilité. Et en travaillant sur ce thème-là, je suis arrivé à un Asperger qui m'a semblé être une icône, une espèce de paradigme sur lequel je puisse travailler, un personnage quasi burlesque, si vous voulez, pour travailler. Votre question était sur le handicap, je peux vous dire sur la différence en tout cas, ou sur l'altérité. En vous disant ça, j'ai commencé à vous répondre. Il est bien évident que c'est le thème du film, à partir du moment où vous laissez entrer l'autre, il y a beaucoup plus de chances qu'il vous aide à trouver des solutions dans vos problèmes à vous. Si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Je ne vous dis pas qu'il va vous aider, mais il y a plus de chances dans ce cas-là que dans l'autre. Voilà. Mais c'est plus là que je me suis positionné que sur une réflexion sur le handicap. Au niveau du travail d'acteur, est-ce que vous êtes rapproché de personnes qui sont atteintes du symptôme d'Asperger? J'y ai pensé, évidemment. Après, ça ne s'est pas présenté. Et ça ne m'a pas manqué, parce que au final, c'est quand même des gens qui sont pas... qui peuvent être quand même, comme vous et moi, et du coup, je ne me voyais pas arriver, bonjour, je viens vous observer. Du coup, j'étais pas très à l'aise avec ça, mais en même temps, voilà, ça ne s'est pas présenté. J'ai rencontré une psychologue, psychanalyste qui travaille beaucoup avec des autistes, notamment des Asperger, et qui m'a parlé de plein de choses, de leur manière d'attitude qu'ils ont en commun, de choses physiques aussi qu'ils peuvent avoir en commun, la manière de se tenir souvent très droit, le rapport n'importe quoi, aux vêtements, à la parallélisme des membres parfois, à la question de l'ordre, des repères, de tous ces gestes-là qui sont en fait des repères pour se réassurer, le rapport au toucher, de plein de choses comme ça. Elle m'a dit en vrac, et puis elle m'a aussi parlé du syndrome un peu plus précisément, ce que ça racontait, d'où ça venait, l'enfermement qui en fait n'est pas une insensibilité, mais plutôt une sursensibilité qui fait qu'on se protège de tout ça. Et puis après, moi j'ai regardé des documentaires et lu des choses. Des films? Des films un petit peu, oui. Les films que mon metteur en scène m'a dit de regarder, les bons élèves. Bienvenue Mr. Chance de Al Ashby avec Peter Sellers. Comme ça paraissait pas Asperger, mais on ne sait pas, c'est une espèce d'étrange homme ça, qui est un peu décalé, et qui a une silhouette avec son chapeau, sa canne. Et qui paraît qui est très poétique et très dans son monde. Ce que j'ai regardé Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Pareil, Eric me dit qu'il est à peu près sûr que c'est un Asperger dont il s'agit. Le rapport au détail dans la vue, à la diffraction au son, tout ça. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant à regarder. J'ai vu Rain Man après, mais je ne l'avais jamais vu d'ailleurs. Très vite, il m'a dit qu'il fallait s'en détacher. C'est des influences, c'est aussi ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il s'agit aussi d'inventer une figure, un personnage, et de faire avec moi ce que je suis, de toute façon. Donc on avait cette licence poétique de toute façon, s'éloigner aussi, de ne pas tout faire un documentaire sur le syndrome d'Asperger, et plutôt raconter l'histoire de quelqu'un qui pourrait exister. Pour répondre à votre question aussi autrement, le travail de documentation, c'est mon boulot à moi. Et il est important de l'en protéger pour qu'on ait un territoire vierge
Donc c'est mon boulot au départ de rencontrer des Asperger, de travailler là-dessus et de faire avaliser le scénario par ces gens. Ça a été dans ma démarche un moment très important. Et puis après, on travaille ensemble, c'est le territoire de la fiction. C'est le territoire où justement, en général, la fiction, si on travaille à peu près bien, on rejoint toujours le réel. Mais en ayant justement, si vous prenez Peter Sellers et Dustin Hoffman, ils vont dans la direction complètement opposée. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver son chemin à soi. Justement, de ne pas... Donc c'était intéressant d'avoir un ou deux exemples, justement pour montrer que la gamme des couleurs, et qu'on trouve la nôtre. Et puis après, une fois qu'on a fait le film, et qu'on l'a terminé, alors on l'a remontré aux personnes à qui je les avais montrés en amont. Y compris à des Asperger. On a eu une longue conversation avec Joseph Chopanek récemment. C'était merveilleux, quoi. Merveilleux, y compris sur des choses, et là je fais un pont avec Redman, y compris sur une chose que je n'avais pas anticipée, c'était le plaisir de ces gens-là à ce qu'il y ait une vision comme celle-là, alors qu'ils estiment que Redman, c'est le Moyen-Âge. C'est une vision il y a 30 ans, dans un état de la science, d'ailleurs qui est plus un idiot savant dans Redman, si on regarde un petit peu. Mais voilà, le regard qu'il y a sur Redman reste un regard d'une pathologie forte, et pas d'une différence, et pas d'un enseignement dans ce sens-là. Donc c'était intéressant aussi de voir leur regard là-dessus, de dire oui, pour nous c'est beaucoup plus intéressant. Il ne s'agit pas de dire qu'un film, que Redman n'est pas un joli film, c'est un film merveilleux, mais c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, ça, si vous voulez, à ce point-là, ce retour-là, qui est très agréable. Mais du coup, au niveau du travail de l'acteur, est-ce que c'était une interprétation ou vous, quand même, ça vous a apporté quelque chose d'intégrer justement ce genre de personnage dans votre vision des choses? J'ai beaucoup mieux. Évidemment que ça, évidemment que ça change certainement des choses. Et puis à la fois, moi en lisant, il y a plein de choses qui résonnaient déjà, où je me retrouvais, où ça me touchait. Donc c'est plus que j'avais à me rendre disponible à ce travail-là et au présent beaucoup, quoi, à me rendre, voilà, à m'ouvrir les yeux, les sens un peu, et puis on a eu la chance d'être dans une région assez belle quand même, comme vous avez pu voir. Et donc ça, c'est très concret, quoi. On n'a pas inventé, on n'est pas sur fond vert dans un studio. Et du coup, cette semaine dans cette ambiance-là, c'est des souvenirs super, c'est des souvenirs assez merveilleux. Donc c'est plus, voilà, l'expérience de tout ça. Et puis j'apprends des choses. Après, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas, j'ai pas changé fondamentalement. C'est dur de quantifier ça, quoi. Et puis ça reste aussi du boulot. On n'est pas en vacances, hein, donc oui. Et puis je suis pas vraiment le personnage non plus. Donc et puis surtout, il faut obéir à des règles qu'on s'est fixées, une manière de se tenir, des petits tics, une manière de parler aussi, qui est un peu la musique, la musique de ce texte-là, et puis moi je propose des manières de parler, qu'il faut s'y tenir après, pour que ça soit cohérent. Donc évidemment, il y a tout un travail d'interprétation qu'il faut intégrer suffisamment pour que quand on commence à tourner, je puisse jouer avec ma partenaire et garder, voilà, une cohérence, et alors que je ne la regarde pas dans les yeux. Donc c'est nouveau aussi, c'est aussi nouveau pour moi ce type de rôle, enfin, parce que c'est déstabilisant, parce qu'on peut être assez vite perdu aussi, et de savoir comment jouer ce type de sentiment sans toucher l'autre, une histoire d'amour sans qu'il s'agisse du tout de drague, tous les codes sont modifiés. Donc voilà, en gros, c'est... Ce qui est vrai pour lui était vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, j'ai essayé de faire un film sur ce que j'appelle la réconciliation avec le réel, la dilatation du temps, ce genre de choses. Or, quand vous tournez un acteur, quand vous êtes 30 techniciens autour d'un acteur assis dans l'herbe, qui touche l'herbe, et que vous tournez pendant 3 heures, parce que le cinéma, il faut la bonne lumière, etc., pendant 3 heures, vous avez un acteur qui touche de l'herbe. Donc au niveau de la dilatation du temps pour lui, parce qu'il n'a rien d'autre à faire que toucher de l'herbe, et donc à vivre ce moment-là. Et vous avez 30 kikis autour qui regardent un mec qui touche de l'herbe.
Donc il y a vraiment ce rapport à la dilatation de l'instant, vous le sentez tous. Et c'est vrai que les techniciens qui ont fait ce film, bah, aujourd'hui encore, un an après, quand on en parle, il y a une bulle très jolie, parce qu'il y a un tempo qui se crée avec le personnage. Ce fameux tempo de, voilà, de prendre le temps de regarder les choses, quoi. Donc voilà, il y a... Alors malheureusement, la vie moderne fait que, voilà, quand on part en vacances, on revient plein d'énergie, une semaine après, c'est reparti. Donc ça ne fait pas exception. Mais ça, cette bulle-là, je pense qu'on l'a tous ressenti. On l'a ressenti aussi, enfin, on ne vous l'a pas dit quand vous êtes arrivé, mais vraiment, c'est une belle bulle ici. Moi, ça, allez. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes renseigné sur la façon dont les personnes qui sont atteintes de ce syndrome-là voient le monde? Parce que dans votre mise en scène, on sent que votre personnage ne voit pas les choses de la même... Enfin, les choses simples, les feuilles, les arbres, l'eau. On voit bien qu'il ne voit pas les choses de la même manière que les autres gens. Et on voit... Enfin, vous avez bien retranscrit ça, je trouve. Alors, d'abord, on est d'accord que dans le spectre autistique, il y a de tout. D'abord, il y a 90% de souffrance. L'autisme, c'est ce qu'on appelle sévère. Et puis après, il y a un certain nombre de cas comme celui-là qui existent. Voilà. À l'intérieur de cela, là aussi, le spectre est très large. Il y a des gens, par exemple, ils font beaucoup de démembrement sensoriel. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une fille, c'est ça qui me vient, au Canada, qui porte toujours des lunettes de bleu, et parce que elle, tout ce qui est pointu lui pique l'intérieur des yeux. Vous voyez, c'est-à-dire que deux sens se touchent. Deux sens se touchent. La forme pointue lui pique l'intérieur des yeux. Tout comme il y a qui ne supporte pas une couleur, etc. Donc il y a une hypersensorialité et des démembrements sensoriels. Ça, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéressait, travailler sur l'hypersensorialité. Alors ça, c'est très fréquent, beaucoup chez les Asperger. Quel que soit le niveau de rationalité, d'intelligence par ailleurs, il y a beaucoup de hackers, par exemple, pour une raison évidente, c'est que c'est des gens qui ont peur du contact, du lien sociétal, donc qui ne peuvent pas regarder les gens dans les yeux, qui ont plein de réassurance comme ça, et du coup, quand il y a un écran d'ordinateur, bah, c'est plus facile. Et comme ils ont une puissance de travail hors norme, puisque tant qu'ils sont binaires, vous savez, il n'y a pas de mensonge, par exemple. Ça, c'est quasiment systématique. C'est ce que j'ai vu dans le film. Ça, c'est vraiment véritable. C'est-à-dire que le mensonge ou la conversation de bistrot, qu'est-ce qu'a fait le PSG hier, ils s'en foutent complètement. Tout ce qui les intéresse, c'est des réponses claires. Et voilà, bonjour madame, pourquoi vous avez des grandes oreilles? Tu vois, il n'y a pas d'enrobage de masque social. Ça, c'était une dimension qui m'intéressait, et je savais qu'il y allait avoir de la comédie qui allait en générer, tu vois, de fait. Et de l'autre côté, cette hypersensorialité qui était comme metteur en scène ce qui m'intéressait, et puis vous aurez peut-être remarqué je le vis un peu comme une métaphore de la mise en scène. Il y a deux clins d'œil dans le film qui essayent de dire ça. Voilà, donc il y a ça systématiquement à des degrés différents, qui est quelle que soit la complexité, l'intelligence qu'ils peuvent avoir, il y a la capacité à s'émerveiller, à s'arrêter devant un rayon de soleil et dire, je vais regarder 3 heures parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais vous avez une question, monsieur. Je voulais savoir, après avoir fait toutes ces recherches sur ces pathologies, ne trouvez-vous pas que dans le milieu du cinéma, beaucoup de personnes pourraient être diagnostiquées Asperger à des niveaux relatifs, bien entendu, mais comme vous le savez sûrement, c'est quelque chose qui est apparu assez tard, le syndrome d'Asperger, reconnu assez tard, dans les années 50 et puis dans les années 80 par ici. Et on dit que Kandinsky, Satie, il y a plein de gens qui seraient Asperger, Bill Gates, il y a vraiment Elliot Gould, voilà, il y en a des bruités. C'est devenu une mode un peu. Le nombre de personnes en société à Paris, vous dites, moi j'ai un enfant Asperger. Et après, il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiqués, énormément. Oui, c'est des diagnostics nouveaux. Ils étaient psychotiques il y a 20 ans. Donc c'est bien, c'est magnifique parce que soyons bien d'accord, c'est des connexions synaptiques différentes. Hein. Ce n'est pas une pathologie, c'est des connexions synaptiques différentes. Ils pensent différemment.
question, moi ce qui m'intéressait, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, je crois qu'on l'a tous, même Himmler pensait qu'il était sensible. Donc c'est ça qui m'intéressait. C'était de parler de cette sensibilité que nous sommes obligés d'oublier dans le monde moderne. De par, la réponse à monsieur, tout va de plus en plus vite, donc on n'a plus le temps de s'arrêter et de dilater l'instant. Et deux, de se protéger. De se protéger parce que la société est dure, on prend des coups et donc on ferme la fenêtre, on ferme les rideaux, on ferme les doubles rideaux, on ferme les volets et on est protégé. Le problème c'est qu'on ne sent plus le vent, quoi. Par définition. Donc voilà, et c'est ça qui m'intéresse dans le film. Donc, à partir de cette action-là, je crois que c'est censé intéresser tout le monde, parce qu'enfant, on l'avait tous, la capacité d'émerveillement et ça. Et après, on crée des armures plus ou moins efficaces et des masques sociaux, voilà, avec lesquels on joue. Mais voilà, moi, j'ai essayé de m'engager actuellement, le film d'avant, peut-être le film d'après, là-dessus, sur le rapport à l'enfance. L'enfant dans l'adulte. Vous voyez, voilà, comment est-ce qu'on va le chercher? Une question? Je suis désolée de poser cette question, mais ça fait quoi de montrer ses fesses à la France entière? J'adore. C'est le film pour ça, c'est la scène qui m'a... Ouais. Non, bah... C'est une doublure, c'est Pierre Ninet qui faisait. C'est Pierre Ninet, j'ai demandé à Pierre de faire mes... Non, c'est pas ça. C'est pas un souvenir impérissable. Non, mais tout va bien. J'en suis remis. J'ai des roches que je mettrai sur le net. Voilà. Dans les bonus, hein. Dans la bande-son, il y a beaucoup de piano. Est-ce que c'est des compositions originales? Toutes les compositions